Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Greta Gourrier, je suis dermatologue et allergologue au Centre de pathologie professionnelle et environnementale du CHRU de Brest, avec Brice Laudet et Jean-Dominique Dewitt, pour ceux qui les connaissent. Alors Guillaume m'a gentiment proposé de venir vous présenter un petit topo sur les maladies dermatologiques en milieu aquatique. Alors sachant que je n'ai pas la prétention de brasser l'intégralité de la dermatologie, en particulier maritime, parce que le milieu maritime est un vaste monde et donc ça va être un petit peu compliqué de tout traiter, notamment au niveau faune et flore. Mais je vais vous parler de quelques petites choses qui sont rigolotes à connaître. Alors, donc dans les dermatoses aquatiques, on a plusieurs catégories. On va avoir les dermatoses aquagéniques au sens strict, donc celles qui sont liées véritablement au contact avec l'eau. Je vais vous parler de quelques dermatoses un peu spécifiques des piscines, puisque c'est vrai que souvent, les sportifs qui s'entraînent en mer s'entraînent aussi, pour certains, également à la piscine. Je vais vous parler d'une dermatose des aquariums qui est rigolote à connaître aussi, et de certaines dermatoses maritimes. Donc je commencerai par parler de celles qui sont liées à la flore marine, et puis rapidement on parlera de la faune, et celles qui sont liées aussi tout simplement au sel. Alors on commence par les dermatoses aquagéniques. Donc en tête desquelles, en termes de fréquence, on trouve le prurite aquagénique. Donc assez simplement, c'est un prurite qui est induit par le contact avec l'eau, et ce, indépendamment de la température. Il n'y a pas de lésion cutanée observable, contrairement à certains autres prurites. Et le délai est d'environ 2 à 15 minutes après le début du contact avec l'eau. Et en fait, ça va céder relativement rapidement pour certaines personnes et beaucoup plus lentement pour d'autres. Donc ça peut aller de 10 minutes à 2 heures. Ce prurite, il a la caractéristique d'épargner les zones palmoplantaires et de prédominer au niveau du tronc, mais surtout des jambes. Et ça peut survenir dans tout contexte, c'est-à-dire, certes, ça peut survenir après un bain en mer ou en piscine, mais aussi après une douche, un bain à la maison, etc. Donc en fait, les formes bénignes sont extrêmement fréquentes. C'est fréquent que nous, dermatologues, les personnes viennent nous dire « c'est vrai qu'à chaque fois que je prends une douche, un bain, ça me gratte un peu quand je sors, assez rapidement. » Donc elles ne sont pas inquiétantes, mais elles existent et elles sont fréquentes. En revanche, dans les formes sévères, donc ce qu'on entend par formes sévères sont des formes qui surviennent de façon très précoce, souvent avec un prurite qui est très intense, qui peuvent durer aussi très longtemps, et du coup pour lesquelles les personnes vraiment décrivent une altération de leur qualité de vie de ce fait-là. Eh bien, il faut savoir rechercher une maladie sous-jacente. Et donc, quelles sont-elles, ces maladies sous-jacentes qui peuvent être démasquées par un prurite aquagénique ? Eh bien, c'est l'hémochromatose, donc fréquente aussi dans nos régions, donc il faut savoir y penser, et les hémopathies, donc en particulier la maladie de Vaquez, les leucémies aiguës lymphoïdes, les syndromes hyperéosinophiliques, enfin le syndrome hyperéosinophilique, et le syndrome myélodysplasique et les thrombocytémies essentielles. Donc, bon, ça peut faire un petit peu peur comme ça, mais cela dit, les prurites aquagéniques sévères, ils sont relativement rares. Néanmoins, pour ma part, c'est vrai que quand je suis face à un prurite aquagénique, j'ai la NFS, enfin la numération formule plaquettaire, assez facile. Parce que bon, c'est vrai que ça peut permettre de dépister quand même des pathologies, un prurite aquagénique secondaire. Et c'est un examen clinique, c'est un examen paraclinique qui ne plombe pas trop la sécurité sociale, donc j'ai pas trop de scrupules à le prescrire dans ces cas-là. Alors comment on le traite ? Est-ce qu'on le traite et comment on le traite, ce prurite aquagénique ? En fait, les traitements classiques du prurite sont souvent un peu efficaces. Bon, déjà, globalement, on n'est quand même pas très efficace en termes de traitement du prurite. Il y a encore des découvertes à faire. En revanche, pour ce prurite-là, on sait que les antihistaminiques de première génération, donc, comme par exemple la Tarax ou le Kitaxon, sont plus efficaces. Alors avec tous les effets secondaires qu'on leur connaît, notamment l'effet sédatif. Donc c'est vrai qu'on peut proposer ça aux patients qui sont très gênés, mais souvent après ils viennent nous dire c'est sympa, c'est vrai que mon prurite est moins intense, par contre qu'est-ce que je dors ? Donc on est toujours un peu embêté. Alors pour les formes qui sont bien localisées, qui sont bénignes et peu intenses, mais pour lesquels les patients décrivent quand même une gêne fonctionnelle, on peut leur proposer des traitements locaux. Alors par exemple, je vous ai mis des marques, je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation, mais c'est des petites choses qu'ils peuvent trouver en parapharmacie et qui peuvent les aider. Par exemple, l'Atoderm SOS Spray, c'est un espèce de spray qu'on pulvérise sur la zone qui gratte, qui calme assez rapidement le prurite. Le Sensinol aussi, c'est un lait hydratant à base de polydocanol qui aussi va avoir un effet apaisant sur le prurite, de même que le Cutalgan. Donc ça, c'est des petites choses qu'ils peuvent aller chercher eux-mêmes en pharmacie et qu'on peut leur conseiller. Alors, il y a une entité clinique qui est proche, qui s'appelle l'aquadynie. Donc l'aquadynie, c'est tout simplement une douleur qui est provoquée par le contact avec l'eau, qui peut d'ailleurs compliquer le prurite aquagénique qui évolue depuis un petit moment.
Et donc cette aquadynie, elle se bilante un peu pareil, elle ne se traite pas tout à fait pareil. On peut proposer aussi ce genre de traitement local et les antihistaminiques de première génération, mais c'est vrai qu'on sait que par exemple les bêta-bloquants ont un effet qui est plus important sur les aquadynies, donc ça peut être testé aussi. Alors l'urticaire aquagénique maintenant, qui est une forme d'urticaire chronique inductible. Donc ça, c'est la nouvelle appellation pour ce qu'on appelait autrefois les urticaires physiques. Donc c'est une urticaire chronique inductible qui est relativement rare, mais qu'il faut quand même avoir entendu parler. Donc ça donne une urticaire micropapuleuse, je vais vous montrer des photos après, qui survient 30 minutes après le début du contact avec l'eau. Et alors c'est une des deux formes d'urticaire chronique inductible qui, en cas d'immersion massive dans l'eau, peut donc entraîner une dégranulation massive, brutale et synchrone des mastocytes, qui sont les cellules impliquées dans les urticaires, et donc donner des complications à type de choc. Donc les deux formes d'urticaire chronique inductible qui peuvent donner ça, c'est l'urticaire aquagénique et l'urticaire au froid, quand il y a une immersion massive dans l'eau froide par exemple. Donc il faut un petit peu se méfier et savoir les diagnostiquer. Donc, il y a quand même d'autres diagnostics différentiels, donc ce sont en particulier les urticaires au froid et au chaud. Donc pour les tester, on met des compresses comme ça d'eau à 37 degrés pour justement être sur une température monitorée et pas faire un diagnostic à tort d'urticaire au froid et au chaud. Les urticaires cholinergiques, c'est des formes d'urticaire chronique inductible qui surviennent souvent à l'effort, au stress, donc ça peut être aussi après des bains ou des efforts physiques en termes généraux. Donc en fait, ce n'est pas toujours après un contact avec l'eau. Donc ça permet de séparer un petit peu les deux. Et il y a bien sûr des urticaires qui sont formés, on va le voir après contact avec des animaux marins ou des micro-organismes marins. Et pour ce qui est du choc, on a l'épilepsie aquagénique de l'enfant qui est plus rare et qui de toute façon s'améliore aussi après. Bon, c'est pas... Et puis surtout qu'on n'a pas de plaque d'urticaire dans l'épilepsie aquagénique de l'enfant. Alors voilà une petite photo par exemple d'une urticaire aquagénique. Donc c'est une jeune femme qui, après les baignades ou après les douches, etc., présente ces petites papules urticariennes qui apparaissent un peu partout. Donc c'est une clinique qui ressemble quand même à l'urticaire cholinergique, mais c'est vraiment, on retrouve la systématicité du contact avec l'eau. Voilà. Alors autre entité un petit peu étonnante, c'est la kératodermie palmoplantaire aquagénique. Alors là, à vos souhaits, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça ? La kératodermie palmoplantaire aquagénique, d'une certaine façon, on a tous une kératodermie palmoplantaire quand on a des contacts prolongés avec l'eau. Mais en fait, quand on a ces lésions qui apparaissent à moins de 5 minutes après le contact avec l'eau, il faut penser à cette entité-là. Donc, moins de 5 minutes après le contact avec l'eau, il y a apparition d'un œdème, de petites papules blanchâtres au niveau des mains et une majoration des plis dermatoglyphes, donc tout simplement des empreintes digitales. C'est ce qu'on appelle le signe du sceau. Donc, ce que je vous disais, c'est bien physiologique en cas d'immersion prolongée, mais en cas d'immersion courte et d'apparition de ces lésions-là, il faut penser à des maladies particulières. Alors, en particulier, la mucoviscidose. La mucoviscidose qui est vraiment décrite comme associée à cette maladie-là. Et on a aussi en fait des patients qui ont une hétérozygosie du gène CFTR et qui présentent en fait cette maladie-là. Alors le problème, c'est que y a pas de, c'est pas justifié évidemment de faire un dépistage du gène CFTR à tous les patients qui présentent ce type d'atteinte sans avoir de manifestations cliniques autres, mais bon, il faut savoir y penser, rechercher éventuellement des antécédents familiaux, etc., etc. La prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens est aussi associée, de même que les dermatites atopiques et l'hyperhidrose. Donc en termes de traitement, on est un peu embêté. En fait, globalement, ça se rapproche des traitements qu'on met pour l'hyperhidrose palmaire. Donc on peut leur proposer la ionophorèse, c'est-à-dire on leur met les mains comme ça dans un bac avec un courant électrique qui passe. Le plus efficace, ça reste quand même les injections de toxines botuliques parce que ça lutte très franchement contre l'hyperhidrose. Donc ça, on le propose aux patients qui ont une hyperhidrose palmaire sévère et on peut le proposer aussi à ces patients-là. Et quand ils ont un épaississement de la couche cornée au niveau palmaire qui est aussi intense, on peut leur proposer des crèmes à l'urée ou à l'acide lactique. Mais on n'est pas extrêmement bon encore sur le traitement. Alors, une petite illustration. Donc ça, on doit cette photo à nos collègues de l'Université catholique de Louvain à Bruxelles. Alors donc c'est un patient donc là c'est une main qui n'a pas été immergée. Donc on voit quand même que la peau est déjà un peu pathologique parce qu'on voit ces petites papules blanchâtres là. Et ça, c'est 2 minutes après l'immersion dans l'eau. Donc en effet, il y a un espèce de petit œdème au niveau dermique et épidermique. Bon là, la majoration des plis n'est pas extrêmement franche, mais on a des formes où c'est plus marqué. Puis on a ces petites papules blanchâtres là qui apparaissent. Donc c'est vrai qu'un aspect comme ça, au bout d'à peine 2 minutes dans l'eau, c'est considéré comme pathologique. Et donc c'est cette fameuse kératodermie palmoplantaire aquagénique. Ça peut toucher aussi bien sûr les pieds.
Voilà pour ça. Alors, ensuite, les dermatoses des piscines. Je vais vous parler de quelques entités. La pulpite des piscines, pool palms, c'est toujours plus classe dit en anglais. Donc, ça se traduit par un érythème et des bulles palmoplantaires, particulièrement au niveau des extrémités, donc souvent des dernières phalanges. Et en fait, c'est tout simplement une dermatose de friction. C'est-à-dire que les personnes qui sont depuis longtemps dans l'eau, il y a déjà une altération du coup épidermique liée au contact prolongé avec l'eau. Et forcément, tout ce qu'on appelle les dermatoses de friction, et notamment les bulles de friction, qui sont en fait tout simplement le terme chic pour parler des ampoules, sont beaucoup plus fréquentes. Donc, il y a des patients qui arrivent, qui font beaucoup de piscine et qui arrivent en nous disant je ne comprends pas, j'ai des problèmes au niveau des mains. Et en fait, le contact prolongé avec l'eau plus le frottement au niveau des bords des piscines, ça crée cette pulpite des piscines. Donc atteinte de la pulpe des doigts. Et c'est de guérison spontanée, il n'y a pas grand-chose à faire pour ça, à part éventuellement leur proposer des crèmes cicatrisantes et d'espacer leur séance de piscine. Alors j'ai pas trouvé de photos, j'ai pas gardé de photos de pulpite des piscines, parce que c'est pas quelque chose qu'on pense à prendre en photo. Voilà, à la place, je vous ai mis la petite photo du bébé de Nevermind de la pochette de Nirvana, 25 ans après, pardon. Voilà, donc il est toujours vivant. Ensuite, un classique chez les dermatos, les folliculites à Pseudomonas aeruginosa. Alors ça donne des volumineuses folliculites avec des folliculites très inflammatoires qui gênent vraiment beaucoup les patients, qui sont très prurigineuses, voire parfois très douloureuses, et qui surviennent 24 à 48 heures après le contact contaminant. Il y a plusieurs façons de se contaminer, je vais vous en parler. Et donc l'évolution est spontanément favorable en 7 à 10 jours. Alors justement, quelles sont les contaminations qu'on peut rencontrer? Alors le grand classique, c'est les piscines chauffées et souvent les jacuzzis, quand il y a des problèmes de désinfection. Et là, ça donne des folliculites qui sont souvent localisées sous le maillot et aussi parfois au niveau des zones d'appui prolongées. Donc, dans les jacuzzis, c'est un peu le moment où on se détend, donc ça peut être sur le dos notamment, souvent, ou sur les flancs éventuellement. La contamination peut se faire aussi par des jouets contaminés dans les baignoires, donc souvent sous forme de petites épidémies intrafamiliales, par les tenues de plongée aussi, ou lors des épilations à la cire ou des massages quand les conditions d'asepsie ne sont pas bien respectées. Donc voilà, par exemple, ça donne des folliculites comme ça assez profuses qui surviennent assez rapidement. Vraiment, l'interrogatoire là est un élément majeur du diagnostic puisqu'on va assez rapidement trouver des situations contaminantes dont je vous ai parlé. Et alors la lésion fondamentale, c'est tout simplement une pustule qu'on peut voir là avec un pourtour assez érythémateux et en général folliculaire. Alors le hot foot syndrome, ce sont des nodules plantaires douloureux qui surviennent sous forme de petites épidémies infantiles, donc là aussi après avoir fréquenté des piscines. Une folliculite est parfois associée mais pas du tout systématique. Et en fait, il y a quelques petites études qui ont retrouvé des Pseudomonas aeruginosa lors du prélèvement des nodules. Donc en fait, ce serait un équivalent palmoplantaire, en particulier plantaire, de la folliculite à Pseudomonas aeruginosa. Et là aussi, l'évolution est spontanément favorable. Alors les mycoses, ça on en parle beaucoup évidemment dans les piscines, donc c'est vrai que les piscines sont des zones où on peut plus facilement s'infecter, tout simplement en rentrant en contact avec des squames qui sont contaminés par les champignons dermatophytes, sachant que les dermatophytes anthropophiles, en tête desquels on trouve pour ces problèmes-là le Trichophytorubrum, peut survivre 123 jours dans l'eau chlorée d'une piscine entre 28 et 31 degrés. Donc assez clairement, en piscine, on rencontre en effet des squames, sachant que les pieds d'athlète sont quand même extrêmement fréquents. Donc c'est sûr que c'est une situation contaminante. Alors petit aparté diagnostic différentiel, parce que c'est quelque chose qu'on voit très couramment en consultation et une entité dont les médecins n'ont peut-être pas tous entendu parler. C'est ce petit œdème là épidermique, en fait ces lésions blanchâtres épidermiques avec des petites dépressions punctiformes, n'est pas une mycose. C'est ce qu'on appelle une corinébactériose, et en particulier, cette forme-là de corinébactériose, c'est ce qu'on appelle la kératolyse ponctuée superficielle. Alors, ce n'est pas une dermatose aquatique au sens strict, c'est même pas une dermatose aquatique à vrai dire, mais je vous en parle quand même parce que cet aspect-là, très blanchâtre avec des dépressions punctiformes, il apparaît quand les patients ont une exposition prolongée dans l'eau ou éventuellement une macération importante dans des chaussures de sécurité, qui est un des facteurs de risque, hyperhydrose, macération dans les chaussures. Mais en fait, quand le pied n'est pas immergé et pas humide, ça donne cet aspect-là. Donc en fait, c'est beaucoup plus discret.
Donc ce qui se passe, c'est que les gens, ils vont le remarquer après la piscine, après un bain, une douche. Donc ils disent, bah oui, voilà, j'ai ça, des lésions qui apparaissent après un bain, une douche. Ils ne pensent pas toujours à prendre des photos. Donc il faut leur dire, bah, la prochaine fois que vous avez ça, vous prenez photo, vous montrez kératolyse ponctuée superficielle. Et c'est très facile à traiter. On leur met de l'érythromycine topique, donc érythrogel, érifluide, à appliquer sur les pieds pendant un mois et ils sont débarrassés. Après, par contre, il faut évidemment prendre en charge l'hyperhidrose qui est souvent associée. Voilà pour l'aparté. Alors les verrues. Les verrues, c'est souvent, c'est ce que les patients viennent nous dire, ils disent « Ah bah oui, c'est normal que mon petit ait des verrues, il va à la piscine ». Mais en fait, il y a une étude de cohorte qui a été publiée dans Pediatrics en 2013, une vaste étude de cohorte, qui n'a pas retrouvé la piscine comme facteur de risque. Alors, c'est jamais toujours évident, simple à vraiment transposer, mais en tout cas, sur de nombreux patients, ils ne retrouvaient pas ça. Et les facteurs de risque majeurs, c'était essentiellement des transmissions intrafamiliales et scolaires. Et en tête des facteurs de risque, on retrouvait les microtraumatismes cutanés. Donc là, évidemment, ça peut quand même être favorisé par le sport. Et bien sûr, l'immunodépression, ça, c'est une évidence. Alors, les dermatoses des aquariums. Je vais traiter juste une dermatose, mais dont je trouvais ça intéressant de vous en parler, parce qu'en fait, on en voit... alors, c'est pas hyper fréquent, mais c'est pas exceptionnel non plus. On en voit quand même tous les ans. Donc, voilà ces lésions chez un aquariophile qui peut être amateur ou professionnel. Donc des lésions, des grosses lésions papuleuses qui apparaissent. Au départ, c'est une papule, très inflammatoire, parfois prurigineuse, parfois ulcérée. Et puis peu à peu, on a ces papules qui apparaissent là le long du bras, souvent qui suivent un trajet, le trajet des lymphatiques, avec un trajet que nous on appelle sporotrichoïde. Alors je ne sais pas si quelqu'un a déjà rencontré ça, si quelqu'un a une idée du diagnostic. Non ? J'entends pas. Bon, c'était un petit quiz, mais c'est pas hyper fréquent, mais comme ça, vous en aurez déjà entendu parler. C'est une mycobactériose atypique, à Mycobacterium marinum, et on en voit tous les ans, comme je vous dis. Donc ça, le Mycobacterium marinum est présent souvent dans les aquariums, et donc par manipulation, nettoyage de l'aquarium, etc., notamment quand il y a des petits microtraumatismes cutanés, il y a une inoculation de cette mycobactérie qui va donner ces lésions-là, et ça se traite en fait sur le même genre de protocole que les tuberculoses. Donc c'est vrai que c'est un peu contraignant. Et alors, pour faire le diagnostic, souvent, nous, on fait une biopsie qu'on envoie du coup pour analyse mycobactériologique. Donc, il faut penser à la demander à nos collègues bactériologues. Ensuite, les dermatoses maritimes. Alors, les dermatoses maritimes, on va commencer par celles liées à la flore marine, et puis je vais vous parler rapidement de celles liées à la faune et liées au sel. Je ne ferai pas l'intégralité des envenimations, des morsures, etc., parce que c'est une gageure un peu impossible, mais on va parler de quelques-unes des plus fréquentes dans nos contrées. Donc, on commence par les phytophotodermatoses. Alors là, c'est un nom qui est bien parlant parce que phyto pour végétal, photo pour exposition solaire, et puis dermatose pour maladie de peau. Donc, les phytophotodermatoses, ce sont des affections cutanées qui sont causées par la conjugaison d'une molécule du végétal qui va rentrer au contact avec les photons de la lumière. Ça va modifier les molécules qui sont sécrétées par la plante, et créer du coup une molécule phototoxique qui, à son interaction avec la peau, va entraîner des lésions comme ça, qui sont, nous on appelle ça en dermatologie des lésions très figurées, donc qui ont une forme vraiment très particulière, qui souvent suivent la zone de contact avec la plante. Alors on a des phytophotodermatoses assez classiques des jardiniers, que ce soit des jardiniers professionnels ou des jardiniers du dimanche, qui ont taillé leurs haies et donc qui se retrouvent en fait avec des lésions bulleuses, érythémateuses au niveau des avant-bras. Donc ça, c'est les phytophotodermatoses classiques, qu'on appelle aussi les dermites des prés en langage courant. Vous avez peut-être plutôt déjà entendu ce terme. Mais les algues aussi peuvent être pourvoyeuses. Donc notamment, nous on appelle ça des phycophotodermatoses, puisque la phycologie c'est la science des algues. Et il y en a une qui, sous nos contrées, peut être pourvoyeuse, c'est Ulva lactuca, c'est la laitue de mer, qui peut donner ce genre de lésion. Donc là, vous voyez que c'est une patiente qui s'est assise sur des algues et qui a eu la mauvaise surprise de se retrouver avec cette phytophotodermatose au niveau du siège. Voilà. Alors dans les envenimations par contact, les envenimations par contact sont essentiellement représentées par des urticaires de contact toxiques qui vont là aussi avoir une forme bien particulière, qui a la forme de la zone de contact avec souvent les filaments. C'est beaucoup plus rarement des urticaires allergiques, des urticaires de contact allergiques. Il peut y avoir néanmoins, en cas de contact répété, notamment avec des méduses, le développement de réactions allergiques, c'est tout à fait possible. Mais dans ces cas-là, comme tous les eczémas de contact, les lésions apparaissent relativement plus tardivement, donc ça peut être 24-48 heures. Après, on peut avoir des urticaires de contact allergiques, mais qui souvent s'associent à des réactions systémiques. Ça peut exister, c'est beaucoup plus rare.
Donc pour les urticars de contact toxiques, c'est bien sûr le contact avec les méduses, les physalies, on verra que la teinte est un peu plus sévère, et puis les anémones de mer, parce qu'en fait ce sont des composés sont des animaux qui contiennent des cnidocytes, qui sont des petites cellules spécialisées, très urticantes, qui dès contact avec la peau vont relarguer des substances urticantes. Donc voilà, ça sont les plus fréquentes par chez nous. Alors Pelagia noctulia et la dernière, j'avais appris le nom et puis j'ai oublié. Bon bref, en tout cas, voilà, ce sont les plus fréquentes par chez nous. Et les physalies aussi, qu'on voit de plus en plus sur nos côtes, donc même en côte nord-Finistère, hein, qui sont aussi appelées galères portugaises ou vessies de mer. Donc ce sont des espèces de petits sacs comme ça qui flottent sur l'eau avec des filaments qui peuvent être relativement longs, hein, c'est 5 à 40 mètres. Et là, par contre, c'est vraiment très urticant, c'est très toxique. La piqûre est extrêmement, l'envenimation par contact est extrêmement douloureuse. Et dans 10% des cas, quand même, ça donne des manifestations systémiques qui nécessitent une surveillance hospitalière. Alors, comment est-ce qu'on prend en charge ces envenimations par contact ? Donc on fait un rinçage à l'eau de mer. Alors il ne faut pas faire de rinçage à l'eau pure, à l'eau claire, ni à l'alcool, parce que le risque évidemment c'est de créer une nécrose des cnidocytes et du coup un relargage de toxines plus important encore. Donc on rince à l'eau de mer, on évite aussi de frotter pour les mêmes raisons. On essaie d'enlever les filaments qui restent. Et une fois que c'est bien nettoyé, on peut proposer une neutralisation au vinaigre qui semble-t-il fonctionne bien. On peut proposer une prise en charge antalgique, des antalgiques classiques, mais aussi des dermocorticoïdes qui fonctionnent assez bien sur ce genre de lésions. La cicatrisation prend environ en général une quinzaine de jours. Il faut bien dire aux patients aussi, puisque en général c'est en saison estivale, de bien protéger la peau du soleil après, au moment de la cicatrisation et plusieurs semaines après la cicatrisation, parce que sinon, ils vont souvent garder une pigmentation post-inflammatoire, donc vraiment des macules brunâtres sur la zone qui aura été envenimée. Donc c'est important de leur dire, sinon après ils râlent d'avoir des traces. Ensuite, une autre dermatose maritime assez caractéristique, c'est la sebaceous eruption. Désolée pour mon accent lamentable, mais voilà. On appelle aussi ça la dermatite fantôme des Caraïbes. Je trouve ça très joli comme appellation. Parce qu'au départ, c'est vrai que ça touchait les zones du Caraïbe, du Mexique ou de Floride, mais maintenant, en fait, on en trouve aussi en Méditerranée ou sur la côte atlantique. Et en fait, elle est liée à la présence, au contact, disons, de la peau avec des bourgeons, des larves ou des débris d'anémones qui vont en fait être maintenus au niveau du maillot, qui va jouer comme un rôle de filtre. Et du coup, forcément, les molécules urticantes vont rester, urticantes et irritantes, vont rester longtemps sur la peau. Et va y avoir développement de papules prurigineuses sous le maillot dans les 24 heures à peu près après la baignade. Et ça va disparaître en 3 à 7 jours. Donc là aussi, les dermocorticoïdes ont un intérêt, le diagnostic est clinique, et les dermocorticoïdes ont un intérêt pour faire régresser l'éruption. Une éruption qui ressemble beaucoup, mais qui est caractéristique plutôt des zones chaudes, des mers chaudes, c'est la seaweed dermatitis, qui elle aussi est localisée sous le maillot, souvent avec des papules qui sont encore plus inflammatoires que l'éruption précédente, et qui sont liées à la toxine de la microalgue Lyngbya majuscula. Et dans les quelques minutes, donc ça peut être plus rapide, à quelques heures après la baignade, on a cette éruption maculopapuleuse qui est très très prurigineuse, là aussi qui prédomine sur les zones de maillot comme je vous disais. Et puis après, on va avoir une érosion et une desquamation en 3 à 7 jours, qui peut être parfois assez impressionnante. Donc là aussi, les dermocorticoïdes ont tout leur intérêt. Donc on peut conseiller aux patients, dans les zones qui sont connues pour être un peu infectées, de bien rincer après à l'eau la peau et d'enlever rapidement le maillot de bain. Dans les envenimations par piqûre, il y en a de nombreuses qui auraient pu être traitées surtout sur les zones tropicales, ce que je ne vais pas faire aujourd'hui pour des raisons de temps. Je vous dis quand même 2 mots sur les envenimations par les vives. C'est des poissons qu'on connaît tous, un petit poisson de grève. Et l'envenimation se fait en général au niveau plantaire, lorsqu'un baigneur marche sur les nageoires dorsales. Alors ça va donner une douleur bien sûr très vive immédiate, qui va rapidement irradier, avec un paroxysme de la douleur qui se fait en général dans la demi-heure. Et puis une douleur qui diminue après dans les quelques heures, ça peut durer jusqu'à 24-48 heures au maximum. Avec des petites douleurs résiduelles, bien sûr la douleur n'est pas paroxystique pendant 24-48 heures, heureusement. Alors ce venin, il est thermolabile à 57 degrés.
Donc c'est vrai que souvent les ouvrages proposent d'approcher un mégot de cigarette. Alors bon, quand c'est en zone plantaire, c'est vrai qu'on a une couche cornée qui est assez importante, donc les risques de brûlure sont très minimes. Mais il faut quand même se méfier, surtout quand c'est sur d'autres zones, parce que quand on remplace la piqûre de vif par une brûlure qui donnera derrière des cicatrices, c'est pas fantastique. Donc attention à la zone sur laquelle vous appliquez le mégot de cigarette. C'est souvent ce que les gens font, c'est pour ça que j'en parle. Alors uriner sur la plaie n'a pas d'intérêt puisque notre urine, jusqu'à preuve du contraire, n'excède pas 50 degrés. Voilà, donc, mais bon, c'est quelque chose qui est assez facilement fait par les gens aussi. Et voilà, toute source de chaleur aux alentours de 50 degrés va avoir quand même un intérêt pour la thermolabilité du venin. Sachant que quand les piqûres, l'inoculation par piqûre est profonde, elle n'est pas trop pour les vives, mais ça dépend quand même de l'intensité de la piqûre, de la pénétration des épines dorsales. Plus c'est profond, moins elle va être efficace en termes de traitement par la chaleur. Voilà. Donc après, sinon, c'est assez rare que ça donne des réactions systémiques. Ça peut, notamment chez les enfants, donc ça peut amener dans ces cas-là une surveillance en milieu hospitalier, en UHCD, ou voilà, histoire de. Mais c'est très rare que ça donne des réactions systémiques. Ensuite, l'urticaire aquagénique à l'eau de mer. Donc, je vous ai parlé de l'urticaire aquagénique tout court, mais en fait, il y a une urticaire aquagénique spécifique à l'eau de mer qui a été décrite. Alors, c'est une forme assez rigolote. Elle touche les femmes jeunes particulièrement. Et la localisation aussi est assez caractéristique, puisque c'est au niveau du cou, de la partie inférieure du visage et des épaules. Ça survient quelques minutes après la baignade en eau de mer. Et en fait, le lien qui a été proposé dans les publications sur le sujet, c'est un lien avec le degré de salinité. En toute honnêteté, c'est une entité qui n'est pas encore très bien encadrée sur le plan des urticaires chroniques inductibles. C'est même pas dans les chapitres classiques des urticaires chroniques inductibles, mais c'est quelque chose qui est décrit et pour lequel on peut proposer la prise d'antihistaminique avant la baignade en eau de mer. Donc je ne vous ai pas trouvé de photo de cette entité-là, malheureusement. On ne pense pas non plus à prendre en photo. Alors, les urticaires, le problème des urticaires, deux choses quand même sur les urticaires chroniques inductibles aquagéniques, que ce soit à l'eau de mer ou pas à l'eau de mer. Première chose, il faut bien dire aux patients que ce n'est pas de l'allergie. Pour rappel, les urticaires chroniques inductibles, comme toutes les formes d'urticaire chroniques, résultent d'une activation non spécifique du mastocyte, donc non immunologique, il n'y a pas d'IgE spécifique anti-eau de mer, voilà. Donc on n'est pas dans le cadre de l'allergie. Autre chose particulière qu'il faut signaler, c'est qu'on arrive toujours un peu après la bataille quand on les voit en consultation. Donc il faut avoir le réflexe de leur dire de prendre des photos et de revenir avec, quitte à les revoir avec leurs photos ou qu'ils les envoient après par mail, etc. Parce que c'est vrai que souvent, quand on les voit, on n'a pas les lésions pour authentifier l'urticaire. Dernière petite chose dont je vous parlerai, les salabrasions, donc qui sont liées en fait au contact prolongé avec l'eau de mer. Donc c'est souvent le cas en fait pour les plongeurs. Le contact prolongé avec l'eau de mer va entraîner un ramollissement épidermique et un œdème dermique, donc qui un peu sur le même mécanisme que ce qu'on a vu tout à l'heure pour la pulpite des piscines, va entraîner un clivage en fait dermo-épidermique et des érosions qui sont beaucoup plus fréquentes et au point de friction et pour des faibles intensités de friction. Donc c'est en général au niveau des zones de couture de la combinaison ou des plis. Donc ce qu'on peut leur proposer en prévention, sur des zones dans lesquelles ils décrivent qu'il y a des récidives fréquentes de ce genre de lésions, c'est l'application de films hydrocolloïdes, donc ce qu'on appelle aussi dans le langage courant les pansements seconde peau, qui peuvent appliquer, je vous en ai cité deux, par exemple duodère mince ou algoplaque, c'est assez pratique parce qu'il y a des grands formats qui peuvent découper pour vraiment que ça prenne la forme de la zone souhaitée. Et donc ça tient à l'eau et ça permet de limiter les frictions. On peut leur proposer aussi d'alterner plus les jours de plongée et les jours de repos quand il y a des salabrasions qui sont sévères. Et leur proposer aussi des crèmes barrières qui forment un fin film de protection sur la peau, même si pour ça, quand il y a des lésions sévères, c'est plutôt à la limite quand il y a des dermites d'irritation. C'est vrai que pour les lésions sévères, il vaut mieux proposer les films hydrocolloïdes. Et également des crèmes cicatrisantes, bien entendu, quand la lésion est installée. Voilà, donc j'en ai fini avec ce petit aperçu de la dermatologie aquatique et maritime. Donc en tout cas, la peau, c'est une surface particulièrement vulnérable à l'environnement aquatique et tout particulièrement héliomarin. Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé des UV, mais bien sûr, les maladies cutanées liées à l'exposition aux UV sont aussi fréquentes dans les loisirs de mer. Et d'autant que, en tout cas, c'est des pathologies qu'il faut connaître puisqu'on a quand même beaucoup de loisirs aquatiques en Finistère et donc c'est important de pouvoir reconnaître et bien prévenir ces affections. Voilà, je vous remercie.